Bienvenue dans cette balade sonore. Avant de commencer, quelques petites infos pratiques pour profiter au maximum de l'expérience. À la fin de chaque étape, mettez la vidéo sur pause, le temps de rejoindre l'étape suivante. Une fois sur place, relancez simplement la vidéo pour continuer la visite. Le plan complet de la visite ainsi que la trace GPS sont disponibles en téléchargement. Il vous suffit de suivre le lien indiqué dans la description. Si cette visite vous plaît, pensez à liker la vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais un vrai coup de pouce pour valoriser notre travail. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine balade. Allez, c'est parti, bonne visite. Carnet de voyage à Lyon, une ville aux 1000 visages, à travers le temps et la pierre. Bienvenue à Lyon, ville des confluences non seulement de deux fleuves, mais aussi de cultures, d'époques et d'histoires entremêlées. Vous vous apprêtez à suivre un parcours unique, à la fois poétique et érudit, à travers les ruelles, places et ponts de la cité des Gaules. Cette visite guidée est bien plus qu'une promenade. C'est une immersion dans l'âme d'une ville plurimillénaire, où chaque pavé murmure un secret, chaque façade porte l'empreinte d'un passé glorieux, parfois tumultueux, souvent émouvant. Lyon se dévoile ici comme un livre ouvert dont vous tournerez les pages au fil des quartiers, de la solennité gallo-romaine de Fourvière à l'élégance classique de la presqu'île, de la vivacité commerçante de la rue de la République aux ombres silencieuses des traboules du vieux Lyon. En parcourant ces rues, vous croiserez les pas des personnages illustres, empereurs, tisserands, médecins, résistants, artistes, qui ont forgé l'identité d'une ville discrète mais incontournable. Que vous soyez voyageur curieux, amateur d'histoire ou flâneur rêveur, ce récit est une invitation à lever les yeux, à ralentir le pas, à écouter la ville. Car Lyon ne se visite pas, elle se vit, se ressent, s'imprègne. Prenez une grande inspiration, ajustez vos chaussures, le voyage commence maintenant. Place Carnot. C'est sous un ciel de porcelaine que commence votre périple. La place Carnot, vaste et bordée de platanes centenaires, s'étire doucement entre la gare de Perrache et les premiers cafés encore endormis. Son nom rend hommage au président Sadi Carnot, assassiné à Lyon en 1894. Jadis appelée place Perrache, elle fut un carrefour animé de diligences et de voyageurs dès le XIXe siècle. Avec la création de la gare Perrache en 1857, elle devient un centre névralgique des transports lyonnais. Cette place fut également témoin de manifestations sociales et politiques majeures. Autrefois, les marchands ambulants y vendaient tissus et denrées. Observez aujourd'hui les enfants en trottinette, les joueurs d'échecs, les artistes de rue. Elle incarne le brassage humain typique de Lyon. Une sculpture de la République trône au centre, érigée après la Troisième République, comme un rappel discret de la laïcité républicaine. Mais la place Carnot, c'est aussi un carrefour de mémoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants y furent arrêtés avant d'être envoyés à Montluc. L'hôtel Terminus, toujours debout, abrita autrefois des rencontres clandestines. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être les échos des discours syndicaux ou des chants de la Libération. En hiver, elle s'illumine pour accueillir l'un des plus beaux marchés de Noël de la ville, où les effluves de vin chaud, de cannelle et de tartiflette réchauffent les passants. Ici, tout commence par un battement de cœur urbain, disait un vieux libraire de Perrache. À l'ombre des marronniers, elle reste un point d'ancrage dans une ville en perpétuel mouvement. Rue Victor Hugo, une artère commerçante au goût de mémoire. Vous quittez la place Carnot pour vous engager dans la rue Victor Hugo, l'une des principales artères de la presqu'île. Inaugurée au XIXe siècle dans le cadre du grand réaménagement de Lyon, elle fut pensée comme un axe rectiligne pour structurer la ville nouvelle au sud de Bellecour. Baptisée en hommage à l'écrivain engagé, cette rue est bien plus qu'un simple passage commerçant. Victor Hugo, fervent défenseur des libertés, aurait sans doute apprécié que son nom vive dans une voix animée, brassant les idées, les accents et les générations. À l'époque des travaux haussmanniens, cette rue devient un modèle d'urbanisme rationnel, bordé d'immeubles à balcons et de façades ornées. Jadis, elle accueillait les artisans du cuir, les chapeliers, les tailleurs. Aujourd'hui, ce sont des enseignes modernes, mais aussi quelques devantures anciennes qui résistent fièrement, témoins d'un autre temps. Levez les yeux. Certains immeubles conservent des fresques ou des plaques commémoratives. La rue Victor Hugo est un livre à ciel ouvert. En la parcourant, vous marchez dans les pas de ceux qui ont rêvé, lutté, aimé ici, entre les pierres usées et les vitrines de souvenirs. Votre chemin s'interrompt place Ampère. Place Ampère, l'esprit scientifique du quartier. Avant de rejoindre l'atmosphère monastique de l'abbaye d'Ainay, prenez un instant pour faire un détour par la place Ampère. Nommée en hommage à André-Marie Ampère, physicien et mathématicien lyonnais né en 1775, pionnier de l'électrodynamique, elle incarne le lien entre tradition et progrès scientifique. En son centre, une statue de bronze le représente, assis, méditatif, un livre à la main, regard tourné vers l'infini. Un rappel discret que Lyon n'est pas qu'une ville de soie et de pierre, mais aussi une cité de savoir.
La place est cernée par des immeubles haussmanniens aux balcons élégants. Elle offre un écrin de verdure, de calme et de symétrie où les enfants jouent pendant que les aînés discutent sur les bancs. Autrefois, les tramways y passaient en tintant. Aujourd'hui, ce sont les souvenirs qui roulent doucement sous les platanes. Poursuivez vers la rue des Remparts d'Énay. Rue des Remparts d'Énay, la mémoire fortifiée. En poursuivant votre déambulation, bifurquez par la rue des Remparts d'Énay, l'un des vestiges les plus évocateurs de l'histoire médiévale de Lyon. Cette rue tire son nom des anciens remparts qui protégeaient l'abbaye d'Énay, puissante abbaye bénédictine dont l'influence rayonnait bien au-delà du quartier. Longtemps, la rue longeait une muraille de pierre épaisse, aujourd'hui en grande partie disparue, mais dont certains tronçons subsistent discrètement enchâssés dans les bâtiments. C'est un lieu chargé d'écho, où l'on imagine encore les moines, les pèlerins, les marchands passant sous les portes fortifiées. Le nom des rues ici, Bourgelat, Delandine, Vaubecourt, sont autant de rappels d'un passé riche, fait de spiritualité, d'échanges et de lutte d'influence entre pouvoirs religieux et civils. Aujourd'hui paisible, la rue des Remparts d'Énay est bordée de façades classiques, de petits hôtels particuliers, de portes monumentales, souvent ignorées par les passants pressés. Mais si vous prenez le temps de lever les yeux, de pousser une vieille grille, de lire une plaque de marbre, alors vous entendrez encore battre le cœur médiéval de Lyon. Au bout de la rue, sur votre gauche, vous arrivez alors à l'abbaye d'Énay. Abbaye d'Énay, le cœur spirituel et millénaire de Lyon. Après quelques pas, vous bifurquez légèrement vers l'ouest pour découvrir un trésor discret, l'abbaye Saint-Martin d'Énay. Lové dans l'un des plus anciens quartiers de Lyon, l'abbaye vous offre une plongée dans le passé médiéval de la ville. Son histoire remonte au 5e siècle, bien que l'édifice actuel date principalement du 11e siècle, à l'époque romane. Bâtie sur les vestiges d'un ancien sanctuaire carolingien, l'abbaye fut un haut lieu de monachisme bénédictin. L'extérieur, massif et sobre, vous frappe d'abord par la teinte ocre de ses pierres et la beauté tranquille de son clocher octogonal. Entrez, et vous voilà plongé dans un univers de pénombre et de silence, où les colonnes antiques, récupérées des ruines gallo-romaines, soutiennent une nef au charme austère. Le chœur est orné de fresques du 19e siècle, mais c'est dans la crypte que réside l'âme du lieu. Là, entre les pierres humides et les arches basses, reposent des souvenirs d'abbés oubliés, de pierres murmurées, de siècles de dévotion. Énay fut autrefois une véritable petite cité religieuse, ceinte de murs et dotée de privilèges royaux. Elle a accueilli les rois, notamment Louis XI, et fut le théâtre de tensions entre pouvoirs religieux et autorités municipales. Une anecdote rapporte que les moines d'Énay, trop enclins à commercer avec les marchands de vin de la Saône, furent réprimandés par l'archevêque au XIVe siècle. Aujourd'hui, le quartier qui entoure l'abbaye reste un havre de paix, ponctué de galeries d'art, de librairies confidentielles et de cafés discrets où le temps semble suspendu. Énay, c'est Lyon avant que Lyon ne devienne grande, murmure un vieux brocanteur du coin. En flânant ici, vous touchez du doigt la mémoire monastique de la ville, cette sève profonde qui irrigue encore ses pierres. Poursuivez par la ruelle face à l'entrée de l'abbaye, puis tournez immédiatement sur votre droite pour atteindre la rue Vaubecourt. Rue Vaubecourt, entre élégance discrète et mémoire artistique. En quittant l'abbaye, vous empruntez la rue Vaubecourt, une artère paisible et discrète, bien loin de l'agitation des grandes avenues. Cette rue, peu connue des touristes, recèle pourtant une élégance et une richesse historique insoupçonnées. Jadis fréquentée par les bourgeois lyonnais du 19e siècle, elle était prisée pour sa proximité avec les quais de Saône et le quartier des Soyeux. La rue tire son nom du marquis de Vaubecourt, une figure locale du XVIIIe siècle, dont l'ancienne demeure, aujourd'hui reconvertie en école, se dresse encore derrière une façade néoclassique. Ce quartier fut aussi le terrain d'expression de nombreux artistes et artisans. Il n'est pas rare d'y retrouver des ateliers d'encadrement, des luthiers ou des galeries confidentielles. On raconte qu'un jeune Jean Cocteau y aurait trouvé refuge durant un séjour discret à Lyon, séduit par l'atmosphère feutrée des lieux. Les façades ici sont sobres, souvent rythmées de balcons en fer forgé et de cours intérieures fleuries. Certaines cachent encore des vestiges d'anciens hôtels particuliers, avec escaliers en colimaçon et verrières anciennes. Au coin d'une traboule, un vieil horloger perpétue un savoir-faire ancestral, tandis qu'un salon de thé propose d'antiques recettes lyonnaises, comme la tarte à la praline ou la brioche aux pralines roses. Cette rue évoque les murmures d'un passé élégant, discret, artistique, où chaque pierre semble dire « Regardez-moi, je suis là depuis toujours ». En poursuivant votre chemin, la rue change de nom et devient la rue du Plat. Rue du Plat, entre tradition populaire et transformation urbaine. Vous continuez votre chemin par la rue du Plat. Son nom, qui évoque une topographie plate en contraste avec les pentes voisines, cache en réalité une longue histoire.
Anciennement connue pour ses ateliers de tisseurs et ses petits commerces, cette rue fut un médaillon essentiel du quartier des Soyeux lyonnais. Le soir, la lumière dorée qui y filtre rappelle les reflets de la soie qu'on déroulait dans les anciens ateliers à la lueur des lampes à huile. Elle fut aussi une rue de résistance pendant l'occupation. Des messages codés circulaient sous les portes, des flyers clandestins étaient dissimulés dans des sachets de thé. On raconte même qu'un tunnel, aujourd'hui muré, reliait un vieil entrepôt à la place Bellecour pour permettre des fuites nocturnes. À chaque pas, vous sentez cette superposition des temps, cette fusion du passé et du présent. Aujourd'hui, la rue du Plat est bordée de commerces de bouche réputés, de galeries artisanales et de petites librairies engagées. En levant les yeux, vous remarquez des médaillons sculptés sur certaines façades, souvent liés à des corporations ou des familles de notables. En marchant sur ces pavés, vous parcourez une veine oubliée mais essentielle du cœur lyonnais. Ici, tout parle bas, mais tout parle vrai. Au bout de la rue du Plat, tournez sur votre droite pour atteindre la célèbre place Bellecour. Place Bellecour, le cœur battant de Lyon. Vous débouchez enfin sur la place Bellecour, immense esplanade de gravier ocre qui s'étire avec majesté entre Rhône et Saône. C'est ici que bat le cœur de Lyon, au propre comme au figuré. Du haut de ses 62 000 m², elle est l'une des plus vastes places d'Europe et marque le kilomètre zéro de toutes les routes partant de la ville. Dédiée initialement à Louis XIV, dont la statue équestre trône fièrement au centre, œuvre du sculpteur Lernault, elle fut rebaptisée plusieurs fois au gré des bouleversements politiques. Place Louis le Grand, place de la Fédération, place Bonaparte, avant de devenir place Bellecour. Son nom évoque les beaux cours de jardins et de vergers qui occupaient les lieux sous l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge. Elle fut également le théâtre de grandes célébrations publiques, fêtes révolutionnaires, défilés napoléoniens, foires de la soie et même rassemblements de résistance pendant l'occupation. Mais Bellecour, c'est aussi une scène vivante. Skateurs, étudiants, touristes et musiciens de rue s'y croisent à toute heure. En hiver, elle s'illumine de la grande roue et d'un marché de Noël scintillant. En été, elle devient un terrain de pétanque ou de concerts improvisés. Flânez le long des librairies, observez les pigeons tournoyer et écoutez les conversations qui résonnent sous les arcades. C'est un lieu de rendez-vous, de départ, d'attente, de retrouvailles. On se retrouve sous la queue du cheval, disent les Lyonnais avec humour, en désignant la statue de Louis XIV. Une expression typique, presque affectueuse, qui fait de cette place non seulement un repère géographique, mais un point de ralliement affectif. Au bout de la place, dans le dos, à droite de la statue de Louis XIV, se trouve la rue Colonel Chambonnet, que vous allez gagner. Rue du Colonel Chambonnet, l'ombre des héros. La rue du Colonel Chambonnet rend hommage à un homme dont le nom reste profondément lié à l'histoire de la résistance lyonnaise. Jean-Pierre Chambonnet, officier courageux et figure majeure de la lutte contre l'occupant nazi, fut arrêté, torturé, puis exécuté par la Gestapo en 1944. Il incarne ces héros de l'ombre qui, dans les heures sombres, ont choisi l'honneur au péril de leur vie. La rue est située non loin de l'Hôtel-Dieu, dans ce secteur où passé hospitalier et mémoire combattante se croisent. La rue Colonel Chambonnet n'est pas qu'un hommage, elle est un rappel, discret mais indélébile, que la liberté a un prix et que certains l'ont payé de leur vie. Poursuivez tout droit pour arriver au pont Bonaparte. Pont Bonaparte, le lien entre les mondes. Vous quittez Bellecour par le sud-ouest pour franchir la Saône sur le pont Bonaparte, ouvrage robuste qui relie la presqu'île au Vieux-Lyon. Nommé ainsi en hommage à Napoléon Bonaparte, il fut érigé en 1950 pour remplacer le pont précédemment détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la traversée ici remonte à l'Antiquité, lorsque les gués naturels permettaient déjà de rejoindre les quartiers romains de Fourvière. La Saône, douce et capricieuse, reflète les façades aux couleurs chaudes du quartier Saint-Jean, et vous apercevez au loin la silhouette blanche de la basilique de Fourvière, perchée sur la colline comme une sentinelle. À votre droite, le palais de justice, surnommé les 24 colonnes, déploie sa majesté néoclassique. C'est l'un des symboles forts de Lyon, théâtre de nombreux procès historiques. Vous quittez alors le pont, vos pas vous entraînant vers les pierres dorées du vieux Lyon, là où l'histoire s'incarne dans chaque vénelle. Avenue Adolphe Max, une mémoire internationale. En remontant doucement vers les hauteurs de la colline, vous empruntez d'abord l'avenue Adolphe Max, bordée d'immeubles austères et majestueux. Elle porte le nom d'un homme politique belge, figure de la résistance civique lors de l'occupation allemande de Bruxelles durant la Première Guerre mondiale. Adolphe Max symbolise le courage civique et la résilience face à l'oppression et Lyon, ville de résistance, ne pouvait manquer de lui rendre hommage. Cette avenue marque une transition. Quittant les artères plus bruyantes du centre-ville, vous entrez dans un quartier plus feutré, presque introspectif. C'est ici que l'on perçoit à quel point la ville sait marier le tumulte à la sérénité, l'histoire au récit personnel. Avenue du Doyenné, le calme en pente douce.
L'avenue du Doyenné prolonge avec douceur cette atmosphère paisible. Elle doit son nom au Doyenné de Lyon, une institution ecclésiastique médiévale ayant autrefois marqué ces terres. La nature y reprend sa place, entre feuillage touffu et chants d'oiseaux, dans une ambiance quasi provinciale. C'est un lieu de passage paisible, mais aussi de contemplation. Les murets en pierre, les portails en fer forgé et les volets clos dessinent une Lyon discrète et intime. Prenez la première rue sur votre droite, juste après l'entrée de la station de métro Vieux-Lyon. Rue Mourguet, la sans oublier. La rue Mourguet, minuscule, semble hors du temps. Tapissée de silence, elle est jalonnée de lampadaires anciens qui s'allument dès la tombée du jour, diffusant une lumière douce et dorée. Autrefois empruntée par les chanoines et les commerçants, elle reliait des zones stratégiques tout en restant discrète. C'est une artère de l'ombre, de celle que l'on découvre qu'après plusieurs passages et qui finit par devenir un raccourci personnel vers l'âme de Lyon. Mais la rue Mourguet possède aussi une facette bien plus enjouée que son apparence austère le laisse supposer. En effet, à quelques pas de là seulement, dans les recoins du quartier Saint-Just, l'esprit de Guignol flotte encore dans l'air. Ce personnage emblématique du théâtre lyonnais, né sous la plume de Laurent Mourguet, résonne ici comme un clin d'œil permanent au passé populaire et frondeur de la ville. On raconte que Mourguet lui-même aurait arpenté ses rues en vendant ses remèdes avant de se lancer dans le théâtre de marionnettes pour attirer les badauds et faire rire les enfants comme les parents. Cette tradition du théâtre de Guignol, profondément ancrée dans l'ADN de Lyon, trouve dans cette ruelle paisible un écho discret mais vivant. De petites scènes improvisées dans les cours intérieures, des souvenirs de voix nasillardes scandant « T'as raison Guignol !», des affiches défraîchies sur d'anciens murs, tout ici rappelle qu'au-delà de la pierre, Lyon parle et rit, parfois et même en cachette. En descendant la rue Mourguet, c'est un peu l'ombre joyeuse de Guignol que l'on salue, un clin d'œil à la malice populaire qui veille encore sur la ville. Au bout de la rue, récupérez un morceau de la rue Tramassac dont nous parlerons plus tard et bifurquez à droite, à la patte d'oie, au niveau du théâtre de Guignol pour vous lancer dans la montée du Gourguillon. Montée du Gourguillon, l'ascension vers l'histoire. Vous vous engagez dans l'étroite et sinueuse montée du Gourguillon, l'une des plus anciennes artères de Lyon. Cette ruelle escarpée relie le vieux Lyon au sommet de Fourvière et porte dans son nom les murmures du passé. Gourguillon viendrait du latin gurgulio, signifiant gorge ou goulet, en référence au ruissellement d'un ancien ruisseau, ou bien de la rumeur populaire d'un glouglou sanglant, car ce chemin fut jadis témoin d'attaques et de batailles, notamment durant les guerres de religion. Mais ne vous laissez pas effrayer, à chaque pas, l'air devient plus frais, plus dense, et les pavés inégaux résonnent de l'histoire des archevêques, des pèlerins et des étudiants qui, depuis le Moyen-Âge, gravissent ce sentier pour rejoindre l'église mère de Lyon. Certaines maisons à pans de bois datent du XVe siècle, et si vous êtes attentif, vous distinguerez des madones en niche, des heurtoirs en forme de lion, et même des fenêtres à meneaux. Un dicton lyonnais dit « Celui qui monte le Gourguillon apprend l'humilité ». Et c'est vrai, cette montée oblige au ralentissement, à la contemplation. Le murmure de la ville en contrebas s'éteint peu à peu. Vous croiserez peut-être un chat, un voisin saluant depuis sa fenêtre, ou un promeneur solitaire absorbé dans ses pensées. Au détour d'un virage, vous apercevez la place des Minimes. Mais ne vous précipitez pas, prenez le temps de respirer. À Lyon, chaque montée est une promesse, chaque ruelle une prière. Et le Gourguillon, plus qu'un passage, est un rite d'initiation à la ville éternelle. Place des Minimes, le souffle des anciens. À l'issue de la montée, vous émergez sur la place des Minimes. Son nom provient de l'ancien couvent des Minimes, fondé ici au XVIe siècle par cet ordre religieux issu de la réforme franciscaine dont les membres prenaient humilité et austérité. Le couvent fut un temps un haut lieu de spiritualité et d'accueil des pauvres avant d'être fermé à la Révolution, comme tant d'autres édifices religieux. La place, bordée de murs en pierre et de bâtisses anciennes, offre une respiration calme avant l'ascension finale vers Fourvière. Autrefois, les pèlerins s'y arrêtaient pour prier ou pour reprendre leur souffle. Il se raconte qu'un vieux chêne sacré, planté par les premiers moines, aurait veillé sur les passants durant 3 siècles. Ce lieu fut aussi un observatoire privilégié de la ville. Les anciens récits évoquent des astronomes jésuites montant avec leur longue vue pour scruter les cieux depuis les hauteurs. Aujourd'hui, c'est un excellent point de vue pour apercevoir les toits orangés de Saint-Georges et les tours de Saint-Jean, avec, en arrière-plan, la ligne fluide de la Saône. Un banc de pierre vous invite à vous asseoir. Peut-être entendrez-vous les échos d'un violon s'échapper d'une fenêtre entrouverte ou le silence épais d'un dimanche matin. Les Lyonnais, dans leur discrétion, aiment ces lieux un peu secrets où le temps semble figé. La place des Minimes, c'est un seuil. C'est le monde d'en bas et celui des hauteurs, entre l'effort et la récompense. Traversez la place et prenez sur votre droite pour découvrir le bas du théâtre gallo-romain. Théâtre gallo-romain, la scène des siècles. Quelques pas encore, et vous parvenez au théâtre antique de Fourvière, le plus ancien théâtre romain de France, édifié vers 15 avant notre ère, sous l'empereur Auguste.
Il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs, un chiffre impressionnant pour l'époque et témoigne de l'importance de Lugdunum, capitale des Gaules. Creusé dans la colline comme une conque géante tournée vers le ciel, il conserve son hémicycle, ses gradins de pierre et les vestiges de son odéon voisin réservé aux spectacles musicaux et aux lectures poétiques. Ici, les citoyens gallo-romains assistaient à des tragédies grecques, des joutes oratoires, à des fêtes religieuses dédiées à l'empereur ou à Cybèle. Le murmure du vent entre les colonnes effondrées semble parfois rejouer les vers de Sénèque ou les rires d'un mime antique. Le théâtre, longtemps enfoui sous les broussailles, fut redécouvert et fouillé au XIXe siècle. Il renaît aujourd'hui chaque été avec les célèbres Nuits de Fourvière, le festival de musique. C'est un lieu où passé et présent se tiennent par la main. Vous êtes invité à descendre les gradins comme les Romains d'antan, à poser un regard neuf sur le panorama saisissant qu'offre la Seine. Au loin, les toits de Lyon, les flèches de la Croix-Rousse et, par beau temps, jusqu'au Mont Blanc. On dit que les pierres gardent en mémoire les voix, celles des artistes, des foules, des amoureux qui se promettent l'éternité depuis ces hauteurs. Ici, vous sentez le poids du temps et la légèreté de l'art. Le théâtre antique est comme une passerelle entre les civilisations, un miroir dans lequel Lyon contemple ses origines. Prenez votre temps pour flâner dans le parc et ses ruines, tout en le traversant, en remontant, afin de gagner la rue Roger-Radisson, au sommet, sur votre droite. Rue Roger-Radisson, le souffle du passé religieux. En quittant les gradins du théâtre gallo-romain, vous empruntez la rue Roger-Radisson, serpentant en direction de la colline de Fourvière. Cette voie longe d'anciens murs et des bâtiments religieux discrets, dont certains datent du XIXe siècle. Elle rend hommage à Roger Radisson, nouvelle figure de la résistance lyonnaise. Ici, les pèlerins croisent les touristes, les promeneurs croisent les souvenirs. Cette rue fut longtemps empruntée par les fidèles en route vers la basilique de Fourvière. On dit qu'au petit matin, les cloches résonnaient doucement jusqu'ici comme un appel discret à la contemplation. L'atmosphère y est presque monastique, ponctuée de petits portails en fer forgé et de jardins cachés. Vous y percevez aussi la ville sous un autre angle, entre les feuillages. La Saône en contrebas, la Croix-Rousse au loin et toujours cette impression que Lyon ne se livre jamais d'un seul coup. Cette montée est une respiration avant la révélation finale. Basilique de Fourvière, la foi couronnant la colline. Dominant fièrement la ville depuis la colline de Fourvière, la basilique Notre-Dame est un monument à la fois mystique, symbolique et profondément ancré dans l'identité lyonnaise. Édifiée entre 1872 et 1896, elle fut construite après la guerre franco-prussienne en remerciement à la Vierge Marie que les Lyonnais croyaient avoir protégé la ville de l'invasion. L'architecte Pierre Bossan imagina un édifice néo-byzantin à 1000 lieues des canons classiques de l'époque, mêlant orientalisme et gothique avec une audace qui suscita débat et fascination. À votre arrivée, c'est d'abord la blancheur éclatante de la façade qui vous frappe, puis les 4 tours carrées, semblables à des donjons de contes de fées. À l'intérieur, la basilique est une explosion de mosaïques dorées, de vitraux somptueux et de sculptures détaillées. Le regard est irrésistiblement attiré vers la voûte étoilée et la statue de Marie, trônant dans l'abside comme une reine des cieux. Tout ici est hommage à la foi, mais aussi à la persévérance d'un peuple. Une anecdote populaire veut que la basilique soit surnommée l'éléphant renversé par certains Lyonnais à cause de sa silhouette massive. D'autres y voient une forteresse mystique, un phare pour les âmes. Depuis l'esplanade, la vue est l'une des plus célèbres de France. Toute la ville s'étale, avec ses rivières, ses collines et son souffle vibrant. Sous l'édifice principal se trouve une crypte monumentale dédiée à Saint-Joseph, véritable église souterraine à l'atmosphère recueillie. La basilique n'est pas seulement un haut lieu religieux. Elle est le cœur spirituel de Lyon, lieu de pèlerinage depuis que les Lyonnais y gravèrent en 1643 leurs vœux annuels de protection contre la peste. Ce vœu est aujourd'hui encore honoré chaque 8 décembre lors de la fête des Lumières, quand la ville tout entière rend grâce par des milliers de lumineux. Accordez-vous un moment d'admiration en visitant la basilique et profitez de cette vue unique sur Lyon. Lorsque vous serez prêt à quitter ce lieu unique, plongez dans le jardin du Rosaire en contrebas de l'esplanade. Jardin du Rosaire, l'écrin suspendu de la colline. En contrebas de la basilique s'étend le merveilleux jardin du Rosaire, souvent méconnu des touristes pressés, mais chéri des promeneurs éclairés. Ce jardin en terrasse épouse la pente raide de la colline de Fourvière et serpente avec grâce jusqu'au Vieux-Lyon. Il fut aménagé au XIXe siècle pour accompagner les pèlerins dans une descente spirituelle et méditative ponctuée de statues de la Vierge et de scènes du Rosaire. À mesure que vous avancez parmi les allées, les parfums vous enveloppent. Lavande, romarin, roses anciennes. Chaque palier semble conçu pour ralentir le pas et apaiser l'esprit. C'est un jardin de silence et de beauté, traversé par les chants des oiseaux et les rires lointains d'enfants jouant sur les pelouses. L'histoire se glisse ici discrètement, au détour d'un vieux mur en pierre ou d'un banc moussu.
Mais le plus grand trésor du jardin du Rosaire reste la vue panoramique qu'il offre sur la ville. D'un seul regard, vous embrassez le quartier Saint-Jean, les tours de la Part-Dieu, la Presqu'île, les quais de Saône jusqu'aux montagnes du Dauphiné. Le contraste entre la nature paisible du jardin et l'animation urbaine en contrebas donne au lieu un charme presque irréel. Il se raconte que certains soirs, des peintres viennent y poser leurs chevalets pour capter la lumière dorée du couchant sur les toits rouges de Lyon. D'autres y viennent pour prier, méditer ou simplement flâner. Un escalier discret marque la fin de votre passage dans cet écrin végétal. Il vous conduit naturellement vers la montée des Chazeaux, une traboule à ciel ouvert qui plonge vers le Vieux-Lyon. Pour récupérer cette dernière, empruntez un morceau de la montée Saint-Barthélemy dans le sens de la descente et empruntez les escaliers discrets de la montée de Chazeaux sur votre droite. Montée des Chazeaux, le passage secret du temps. Vous entamez la descente par la montée des Chazeaux, l'un des chemins les plus emblématiques du quartier. Bien que qualifiée de montée, elle est souvent parcourue dans le sens inverse, comme une coulée discrète qui relie la colline de Fourvière aux ruelles du Vieux-Lyon. C'est un passage étroit, parfois raide, bordé de murs de pierre anciennes et de portails qui donnent sur d'antiques cours intérieures. On y croise peu de monde, sauf quelques initiés ou rêveurs solitaires. Le nom Chazeaux viendrait du latin casale, signifiant petite maison ou hameau, évoquant les anciennes habitations rurales établies jadis sur les hauteurs. Ce sentier fut longtemps un axe de circulation discret pour les religieux, les commerçants et les pèlerins. Il sert aussi de traboule à ciel ouvert, reliant les mondes en apparence séparés, celui du spirituel depuis Fourvière à celui du quotidien en contrebas. Au fil de la descente, vous êtes enveloppé par une sensation de retrait du monde. Le silence est habité, comme si les pierres elles-mêmes racontaient. Il se dit que le soir, les lanternes allumées projettent des ombres qui murmurent des fragments d'histoire, comme celle des canuts qui, fuyant la police ou la répression, utilisaient cette montée pour se dissimuler. Les marches irrégulières vous obligent à ralentir, à observer. Une glycine se faufile entre deux grilles en fer forgé, un chat vous observe depuis une fenêtre entrouverte. Tout ici est détail, poésie du quotidien. Certains Lyonnais affirment que si vous descendez la montée des Chazeaux sans croiser âme qui vive, vous aurez droit à un vœu exaucé. Tout en bas, les maisons renaissent, plus denses, plus animées. Vous rejoignez alors la rue de Tramassac en reprenant sur votre droite et avec elle le cœur battant du Vieux-Lyon. Rue de Tramassac, entre cloître et comptoir. Après un court morceau de la rue du Bœuf, vous voilà désormais engagé sur la rue de Tramassac, artère parallèle à la célèbre rue Saint-Jean. Au Moyen-Âge, cette rue marquait la proximité immédiate du cloître de Saint-Jean, cœur religieux de la ville. Des bâtiments ecclésiastiques y jouxtaient les maisons de négociants florissants. Aujourd'hui encore, l'alignement des façades trahit cette dualité, entre austérité monastique et richesse renaissance. Vous y trouverez des portails sculptés, des linteaux ornés de symboles religieux ou marchands, et parfois, au détour d'une arcade, une entrée de traboule oubliée. La rue de Tramassac, c'est aussi le théâtre d'un drame qui a profondément marqué Lyon et ses habitants. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930 a lieu la catastrophe de Fourvière qui touche lourdement la rue. Un pan de la colline s'effondre, détruisant de nombreuses maisons et faisant 40 morts, dont 19 sapeurs-pompiers et 4 gardiens de la paix. Au droit de la plaque commémorative de la catastrophe de Fourvière, la rue s'ouvre à votre gauche sur la cathédrale Saint-Jean, vers laquelle vous êtes doucement guidé. La transition est naturelle, comme un murmure du passé, vous menant vers une nouvelle page de l'histoire lyonnaise. Place Saint-Jean, le cœur du Vieux-Lyon. En entrant sur la place Saint-Jean, vous changez d'époque. C'est le cœur palpitant du Vieux-Lyon, quartier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominée par la majestueuse cathédrale Saint-Jean-Baptiste, cette place fut le centre religieux et politique de la ville pendant des siècles. L'édifice, commencé au XIIe siècle et achevé au XVe, mêle style roman et gothique dans une élégance toute lyonnaise. La façade, sculptée de figures bibliques et de gargouilles fantastiques, cache une horloge astronomique du XIVe siècle qui, à certaines heures, fait danser les automates. Une prouesse technique fascinante qui émerveille toujours les visiteurs. C'est ici que furent accueillis les papes en visite, que furent célébrés les mariages royaux et les processions de la fête Dieu. La place elle-même fut un forum médiéval, bordé de maisons de chanoines, de librairies et de parcheminiers. Le sol que vous foulez est chargé d'une mémoire liturgique et populaire. On raconte que les soyeux, lors de la grande foire de Lyon, venaient s'y recueillir avant d'aller négocier leur prix dans les traboules. Aujourd'hui, des artistes de rue jouent du violon, des enfants courent après les pigeons et les terrasses accueillent autant de touristes que d'habitués. Sous la lumière dorée du soir, la place Saint-Jean devient une scène de théâtre à ciel ouvert où chaque pierre semble récitante d'un passé toujours vivant. C'est ici, peut-être, que vous comprendrez l'âme véritable de Lyon, spirituelle, commerçante, artistique et éternellement vibrante. Cathédrale Saint-Jean, le joyau gothique au cœur de la cité.
Profitez d'un détour pour visiter la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, imposante et solennelle, ancrée dans le cœur historique de Lyon depuis plus de 8 siècles. Son édification, débutée au XIIe siècle pour s'achever au XVe, illustre le passage du style roman au gothique en un mélange unique que les connaisseurs viennent admirer du monde entier. La façade vous accueille avec ses 3 portails sculptés, surplombés de rosaces flamboyantes. Observez bien, chaque voussure, chaque chapiteau est un récit taillé dans la pierre. Saints, anges, dragons et scènes bibliques se disputent l'éternité dans ce théâtre sacré figé dans le calcaire. À l'intérieur, la nef élancée vous saisit par sa hauteur et sa sobriété. L'atmosphère y est empreinte de recueillement. Les vitraux, certains originaires du XIIIe siècle, tamisent la lumière avec une grâce rare. Dans le chœur, les stalles en bois finement sculptées semblent chuchoter des psaumes oubliés. Et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous encore l'écho du concile œcuménique qui s'y tint en 1274, réunissant alors les puissants de l'Église occidentale. La cathédrale fut aussi le théâtre d'un événement fondateur pour la France. En 1600, c'est ici que fut célébré le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, unissant ainsi 2 grandes maisons d'Europe. On raconte que le roi, homme de goût et bon vivant, aurait quitté la cérémonie pour aller déguster une poularde aux morilles dans une auberge du coin. À l'extérieur, la place Saint-Jean s'ouvre sur un panorama qui vous ramène au présent. Mais la cathédrale, elle, vous aura offert un voyage dans le temps, une plongée dans les siècles où Lyon était déjà une cité phare d'Europe chrétienne. Rue Saint-Jean, l'âme palpitante du vieux Lyon. En sortant de la cathédrale, vous vous laissez naturellement porter vers la rue Saint-Jean, véritable colonne vertébrale du vieux Lyon. Pavée et étroite, elle serpente entre les hautes façades colorées, ponctuées de vitrines de bouchons lyonnais, d'échoppes d'artisans, de librairies anciennes et de boutiques de souvenirs qui embaument parfois la praline ou la rosette. Mais derrière son apparente animation touristique, la rue Saint-Jean cache un millefeuille d'histoire. Jadis, elle était le centre névralgique de la bourgeoisie lyonnaise de la Renaissance. Ce sont ces riches marchands italiens, flamands ou suisses qui, au XVIe siècle, firent bâtir ces superbes maisons à galeries, loggias, escaliers à vis en cour intérieure, en traboules. Parmi les plus connues, celles qui mènent à la maison du Crible ou au fameux hôtel de Gadagne, aujourd'hui musée d'histoire de Lyon. En levant les yeux, vous verrez les fenêtres à meneaux et les décors sculptés qui ornent les encadrements. Visages, animaux fabuleux, inscriptions latines. Ici, l'architecture raconte tout autant que les pierres. Vous pouvez imaginer des processions religieuses qui y passaient, les enfants criant dans les recoins, les marchands discutant en italien ou en occitan, les odeurs de tannerie, de vin, de cire et de soie. C'est aussi une rue de mémoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs maisons abritèrent des résistants et les traboules leur permettaient de circuler discrètement entre les immeubles, à l'abri des regards allemands. Cette histoire, vous pouvez encore la toucher du doigt en empruntant l'une des portes discrètes qui s'ouvrent parfois sur une cour silencieuse. Parmi les bâtiments emblématiques, la maison des avocats, reconnaissable à sa cour intérieure et à ses galeries en bois, abrite aujourd'hui le musée de la miniature et du cinéma, un joyau où se croisent l'art du détail et la magie du 7e art. Elle se trouve sur votre gauche, juste après le croisement avec la rue de la Bombarde, que vous devrez prendre sur votre droite pour la suite de notre parcours. En flânant, vous croisez des figures locales, un vendeur de bugnes qui clame « Elles sont fines, elles sont lyonnaises !» un violoncelliste qui fait vibrer les vieilles pierres avec un air de Bach, un guide en costume Renaissance qui entraîne un petit groupe dans les méandres d'une traboule. Et tandis que le soleil baisse doucement, les lumières des lampadaires s'allument et la rue Saint-Jean prend des airs de décor de théâtre, figée dans une époque qui semble ne jamais vouloir s'éteindre. Juste avant la maison des avocats, prenez la rue de la Bombarde sur votre droite. Rue de la Bombarde, l'élégance discrète des lettrés. À peine avez-vous quitté l'animation de la rue Saint-Jean que vous plongez dans l'atmosphère plus feutrée de la rue de la Bombarde, ruelle très étroite qui semble suspendue entre 2 époques. Son nom curieux viendrait du mot bombarde, un ancien instrument de musique à vent, mais certains historiens suggèrent aussi un lien avec les armes du Moyen-Âge. Vous remarquez très vite les façades ornées de fenêtres à meneaux et les détails sculptés qui évoquent l'âge d'or de la Renaissance. Autrefois, cette rue accueillait les humanistes, imprimeurs et érudits, notamment liés à l'essor de Lyon comme centre intellectuel européen au XVIe siècle. À chaque pas, vous sentez le souffle discret de cette rue érudite et discrète. Ici, le silence n'est pas pesant, il est respectueux. C'est une rue pour les rêveurs, les lecteurs, ceux qui aiment caresser les pierres du passé du bout des doigts. Et déjà, au bout de cette artère savamment tranquille, se profile une autre page de l'histoire. Le palais de justice, votre prochaine étape. Palais de justice, les 24 colonnes de la République. En descendant vers la rive de la Saône, vos pas vous mènent sur la majestueuse façade du palais de justice historique de Lyon, surnommé affectueusement le palais des 24 colonnes.
Érigé entre 1835 et 1845 par l'architecte Louis-Pierre Baltard, ce monument néoclassique impose par sa solennité. Ses 24 colonnes corinthiennes, alignées en façade, lui confèrent une allure digne des temples antiques et symbolisent la rigueur, la justice et la grandeur républicaine. C'est ici que furent jugés certains des plus grands procès de l'histoire française contemporaine, notamment celui de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, surnommé le Boucher de Lyon, dont le procès en 1987 attira l'attention du monde entier. Une salle pleine à craquer, des témoins venus de toute l'Europe, des silences plus lourds que les mots. Ce fut un moment de catharsis collective pour une ville marquée à jamais par l'occupation. L'intérieur du palais, accessible lors des journées du patrimoine, recèle de magnifiques décors en marbre, verrières et fresques d'époque, témoins d'un 19e siècle triomphant. Vous y croiserez la grande salle des pas perdus, aux échos infinis, et des couloirs qui semblent avoir conservé les murmures des avocats et les pas hésitants des accusés. Sur son parvis, les Lyonnais aiment aujourd'hui s'asseoir pour contempler le panorama ou simplement sentir battre le cœur juridique de la ville. Une plaque discrète rappelle que ce lieu est aussi un haut lieu de mémoire, celle d'une ville résistante, éprise de justice et de vérité. Ainsi, entre ces colonnes se jouent encore, chaque jour, les drames et les espoirs de notre société. Rue du Palais de Justice, entre loi et légende. En poursuivant votre chemin, vous débouchez sur votre gauche sur la rue du Palais de Justice. Mais au-delà de la rigueur des lois, la rue du Palais de Justice offre aussi un aperçu de l'harmonie architecturale lyonnaise. Sur votre droite, vous apercevez de petites cours intérieures menant à des traboules cachées, tandis que le sol, pavé de larges dalles claires, résonne de pas feutrés des passants. Là encore, une anecdote locale s'impose. Il se murmure qu'un souterrain secret reliait autrefois le palais de justice à la cathédrale pour permettre aux ecclésiastiques d'éviter la rue. Mythe ou réalité, qu'importe. À Lyon, les légendes prennent racine dans chaque pierre. Vous quittez la rivière toute proche, la Saône, et déjà la lumière joue sur les façades comme un peintre impressionniste. Au bout de la rue, reprenez à droite la rue Saint-Jean que vous avez quittée il y a peu en direction de la place du Change. Prenez le temps de lever la tête pour admirer l'architecture médiévale de cette rue extrêmement célèbre de Lyon. Place du Change, l'or, les idées et les voix. Vous arrivez maintenant sur la place du Change, l'une des plus emblématiques du Vieux-Lyon. Elle doit son nom à la loge du Change, ce magnifique édifice Renaissance reconstruit au XVIIe siècle par l'architecte Simon Gourdet. À l'origine, cette place était le théâtre des activités des changeurs et banquiers florentins qui faisaient de Lyon un haut lieu des foires internationales dès le XVe siècle. Ces hommes, cultivés et puissants, étaient les vecteurs d'une économie florissante et de la transmission des idées humaines. La loge du Change elle-même est un chef-d'œuvre architectural. Sa façade sobre abrite une salle richement décorée où se réunissaient les financiers lyonnais. Aujourd'hui, ce lieu est devenu un espace de concert, notamment de musique baroque ou de jazz, prouvant que l'art de l'échange n'a jamais vraiment quitté les lieux. En face, la place s'ouvre sur les hautes maisons aux façades parfois rosées, aux fenêtres sculptées et aux passages secrets. C'est ici que s'entrecroisent encore les récits des imprimeurs du XVIe siècle, comme Sébastien Griffe, qui y installèrent leurs ateliers. Lyon était alors une capitale du livre, deuxième centre typographique d'Europe après Venise. On dit que Rabelais et Erasme aimaient flâner ici, entre les presses et les tavernes. Vous levez les yeux vers les toits et prenez une grande inspiration. L'âme commerçante, intellectuelle et populaire de Lyon vous enveloppe. Poursuivez tout droit devant vous, dans l'axe de la rue Saint-Jean, pour gagner la rue Lennery. Vous êtes prêt à poursuivre vers la place Saint-Paul, autre carrefour historique pour les voyageurs. Rue Lennery, le cœur battant du Vieux-Lyon. Avant d'atteindre la place Saint-Paul, vous remontez la rue Lennery, étroite artère médiévale qui serpente entre les façades gothiques et Renaissance du quartier Saint-Jean. Son nom vient des artisans lainiers qui y tenaient boutique dès le Moyen-Âge, mêlant senteur de laine brute et éclat de voix de marchands en plein troc. Cette rue conserve une authenticité rare avec ses arches anciennes, ses encorbellements et ses fenêtres à meneaux. La rue est aussi un des points de départ de nombreuses traboules, ces passages secrets typiquement lyonnais qui relient les cours intérieures des immeubles et permettaient jadis de transporter la soie à l'abri des intempéries et plus tard de résister pendant l'occupation. En flânant ici, entre pierre et mémoire, vous touchez au cœur battant du Vieux-Lyon, à une époque où chaque bâtisse racontait une saga familiale, chaque ruelle un passage d'histoire. En poursuivant par la courte rue François Vernet, vous arrivez sur la place Saint-Paul. Place Saint-Paul, le croisement des destins voyageurs. À quelques pas de la Saône, la place Saint-Paul vous accueille avec son atmosphère chaleureuse et populaire. Autrefois, cette place faisait office de carrefour stratégique entre les quais commerçants, la route de Paris et les chemins menant à la presqu'île. Les voyageurs, pèlerins et marchands y faisaient halte dans les auberges qui bordaient la rue.
Aujourd'hui encore, elle garde ce parfum d'itinérance avec ses cafés ombragés et ses trottoirs animés. Face à vous, la gare Saint-Paul, construite en 1873, reflète cette dynamique de transit. Elle relie encore aujourd'hui Lyon au Mont du Beaujolais et la vallée d'Azergues. Si vous fermez les yeux, vous pourriez presque entendre le sifflement des locomotives à vapeur mêlé au rire des enfants partant en vacances. C'est une place que les Lyonnais aiment pour sa simplicité, son cachet et ses souvenirs familiaux. Elle sert aussi souvent de point de départ à ceux qui s'aventurent dans les traboules montantes de la Croix-Rousse un peu plus loin. Mais pour l'instant, vous traversez la Saône par le pont La Feuillée, prêt à pénétrer dans un autre quartier chargé d'histoire, celui de la place des Terreaux. Pont de La Feuillée, le trait d'union entre les rives. Vous franchissez maintenant la Saône en empruntant le pont de La Feuillée. Son nom évoque les feuillets, ces abris provisoires installés sur les berges, souvent liés à l'artisanat ou à des marchés éphémères. Le pont tel que vous le traversez aujourd'hui date du 19e siècle. Il remplace un ancien pont suspendu détruit en 1840, victime d'une crue. La structure actuelle, en métal, est robuste, presque industrielle, contrastant avec le charme ancien des quartiers qu'elle relie. Mais ce contraste est typiquement lyonnais. Ici, l'histoire et la modernité s'interpellent sans cesse. Depuis le pont, vous bénéficiez d'une vue exceptionnelle sur la colline de Fourvière, d'un côté, et sur les immeubles cossus des quais de la Presqu'île de l'autre. Si vous êtes attentif, vous entendrez peut-être le clapotis des péniches ou les appels d'un batelier guidant son embarcation sous ses arches. Le pont est aussi un lieu de mémoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est sur ce passage que résistants et messagers prenaient discrètement la tangente d'une rive à l'autre, loin des ponts plus surveillés. Ce pont, moins fréquenté que ses voisins, permet une vraie respiration à un moment suspendu entre deux mondes. Il offre une transition douce vers la place des Terreaux, que vous rejoignez en quelques pas à peine, prêt à plonger dans le tumulte artistique et politique du cœur de Lyon, en récupérant la rue Constantine, légèrement sur la droite, face à vous. Rue Constantine, une coulée discrète entre deux mondes. En quittant le pont de la Feuillée, vos pas vous mènent naturellement vers la rue Constantine. C'est une rue qui semble glisser doucement entre la presqu'île animée et le calme plus feutré des pentes de la Croix-Rousse. Cette voie porte le nom de l'empereur romain Constantin Ier, dont l'influence sur l'Empire romain et la chrétienté marque une transition aussi radicale que celle que l'on ressent ici, de la vieille ville au quartier plus administratif et culturel. Au XIXe siècle, la rue Constantine est un lieu de passage important pour les soyeux et les artisans de la Croix-Rousse qui descendent vendre leurs productions aux marchands installés dans le quartier Saint-Nizier. Les immeubles haussmanniens qui l'abordent témoignent de cette époque florissante. Le long de cette rue, on croise aujourd'hui de nombreuses boutiques, mais aussi des façades à l'élégance sobre, comme figées dans le temps. Place des Terreaux, le théâtre vibrant de la République. En arrivant sur la place des Terreaux, vous pénétrez dans un espace qui condense à lui seul des siècles de bouleversements, de splendeur et de frissons. Bordée par l'imposant hôtel de ville d'un côté et le musée des Beaux-Arts de l'autre, elle est comme une scène de théâtre à ciel ouvert où l'histoire lyonnaise se donne en spectacle. Son nom vient des terreaux, ces fossés remplis de terre battue qui bordaient autrefois les murailles romaines. La place fut longtemps un terrain vague, puis un marché bruyant, avant de devenir au XVIIe siècle le centre administratif et militaire de la ville. Pendant la Révolution, elle connut un épisode plus sombre. C'est ici que furent exécutés plusieurs centaines de Lyonnais accusés d'avoir résisté à la Convention. On murmure que les pavés s'en souviennent encore. Au centre trône la fontaine Bartholdi, chef-d'œuvre monumental signé du sculpteur de la Statue de la Liberté. Initialement destinée à Bordeaux, elle représente la France en femme puissante, maîtrisant 4 chevaux symbolisant les grands fleuves. De nuit, éclairée, elle semble surgir d'un rêve baroque. C'est une place qui ne dort jamais. Concerts, festivals, manifestations, rassemblements citoyens. Elle respire au rythme des saisons et des émotions de la cité. Les artistes de rue y trouvent leur scène et les enfants y courent autour de la fontaine comme si le passé n'avait jamais pesé ici. De nombreux écrivains et artistes l'ont évoqué. Paul Valéry disait que l'ordre et la beauté sont à chercher sur les places publiques autant que dans les musées. Ici, vous les trouvez tous les deux, dans une même respiration. Votre regard glisse vers le sud, attiré par la façade solennelle du musée des Beaux-Arts. Il est temps d'y entrer pour explorer un autre pan de cette ville aux 1000 visages. Musée des Beaux-Arts, le Louvre lyonnais. À peine avez-vous contourné la fontaine que vous entrez dans l'un des plus beaux musées de France, le musée des Beaux-Arts de Lyon. Installé dans une ancienne abbaye bénédictine du XVIIe siècle, le Palais Saint-Pierre, ce lieu vous invite à un voyage à travers 5000 ans d'histoire de l'art. C'est un véritable sanctuaire culturel où le passé dialogue avec le présent. Dès le jardin intérieur, paisible et bordé de sculptures, vous ressentez une atmosphère de recueillement. On dit que c'est ici que les moines priaient en silence, entourés de cloîtres. Aujourd'hui, ce sont les visiteurs qui, à pas feutrés, contemplent les œuvres d'Ingres, de Delacroix,
de Rembrandt ou encore de Monet. Le musée rassemble des collections prestigieuses de peintures européennes, de sculptures, d'objets d'art, d'antiquités égyptiennes et orientales. Chaque salle est une capsule temporelle. Face à un tableau de Véronèse, vous pourriez presque entendre le chuchotement d'une cour vénitienne. Dans une toile de Picasso, c'est un siècle d'avant-garde qui vous saute au visage. Lyonnaise de cœur, l'écrivaine Louise Labbé disait « L'art console et l'âme y trouve son repos ». Ici, ces mots prennent tout leur sens. Ce musée est un lieu de respiration et de réflexion où la beauté vient panser les tumultes de la ville. N'oubliez pas d'admirer la verrière majestueuse qui coiffe l'escalier principal. Elle inonde les lieux d'une lumière naturelle qui sublime les œuvres. C'est l'un des rares musées à offrir cette impression de calme suspendu, loin de la foule. En ressortant, vous voilà face à l'imposante façade de l'hôtel de ville. Il est temps de poursuivre votre itinéraire à travers la mémoire de Lyon. À gauche de la façade de l'hôtel de ville, prenez la rue Puy-Gaillot. Rue Puy-Gaillot, une venelle entre culture et pouvoir. En sortant du musée des Beaux-Arts, passez devant la façade de l'hôtel de ville et prenez la première rue sur votre droite. Vous empruntez la rue Puy-Gaillot. Cette voie étroite relie les institutions culturelles à l'épicentre administratif de la ville. Le nom Puy-Gaillot fait référence à un puits ancien, autrefois situé dans cette zone, et Gaillot, qui voulait dire bourbier en vieux lyonnais. L'eau qu'on tirait du puits ne devait pas y être limpide. Au XIXe siècle, cette rue était un point de passage très fréquenté par les bourgeois et les intellectuels qui allaient assister aux conférences, expositions et lectures organisées dans les salons voisins du musée ou dans les cafés alentours. On raconte même qu'André-Marie Ampère, enfant du quartier, y passait en courant vers l'hôtel de ville avec ses carnets de formules. Au bout de la rue, faites un quart de tour sur votre droite. Hôtel de ville, la pierre et le pouvoir. Face à vous, l'hôtel de ville de Lyon déploie sa façade monumentale, symétrique et solennelle. Construit entre 1646 et 1672 par l'architecte Simon Maupin, il incarne la puissance municipale dans toute sa majesté. Pourtant, cette figure d'autorité n'a pas toujours été telle que vous la voyez aujourd'hui. En 1674, un incendie ravage le bâtiment. C'est l'architecte Jules Hardouin-Mansart, célèbre pour son travail à Versailles, qui lui donne son apparence actuelle. Les sculptures ornementales, les atlantes encadrant les fenêtres et surtout le beffroi surmonté d'un campanile confèrent à ce lieu une gravité toute monarchie. La statue équestre d'Henri IV, longtemps présente, fut remplacée après la Révolution par le blason de la République. Lieu de décision, l'hôtel de ville est aussi un théâtre d'événements populaires, cortèges, célébrations sportives ou encore la fête des Lumières qui métamorphose chaque année ses murs en toile vivante. De nombreuses personnalités s'y sont exprimées depuis ces balcons. À l'intérieur, que peu ont la chance de visiter, se trouve l'escalier d'honneur, un chef-d'œuvre de marbre et de boiserie doré menant à la salle des délibérations et au salon d'apparat où se nouent parfois les alliances politiques de demain. Juste en face, trône l'Opéra de Lyon, dont la façade classique tranche avec le dôme futuriste qui le surmonte. Ce contraste n'est pas un hasard, mais le fruit de la modernisation orchestrée par Jean Nouvel en 1993. C'est votre prochaine étape dans ce périple à travers les âges et les styles. Opéra, le chant des pierres et du verre. Dès que vous tournez le regard vers l'Opéra national de Lyon, c'est un mariage surprenant entre le XVIIIe siècle et le contemporain qui vous frappe. L'ancien théâtre, érigé en 1831 par Antoine-Marie Chenavard et Jean-Marie Paulet, a été profondément transformé entre 1989 et 1993 sous la houlette du célèbre architecte Jean Nouvel. Il a conservé la façade classique, mais l'a surmontée d'un immense dôme en verre et métal qui illumine aujourd'hui le ciel lyonnais. Une métaphore puissante. Ici, la tradition danse avec la modernité. Autrefois appelé Théâtre de Lyon, le bâtiment a vu passer des générations d'artistes, de musiciens et de chorégraphes. On raconte que Berlioz y fit vibrer les murs et que les loges abritèrent plus d'un duel artistique passionné. L'opéra est aujourd'hui l'un des plus innovants d'Europe, reconnu pour ses créations contemporaines, son ouverture à tous les styles et son école de ballet de grande renommée. L'intérieur, tout en lignes noires et rouges, surprend par son audace minimaliste. La grande salle, aux allures de cocon futuriste, peut accueillir jusqu'à 1100 spectateurs. Mais l'espace le plus étonnant reste la salle de répétition, installée sous la coupole, accessible uniquement par ascenseur. Suspendue au-dessus de la ville, elle offre une vue saisissante sur la colline de Fourvière. Chaque année, des milliers de visiteurs découvrent ici les grands airs d'opéra, mais aussi des spectacles de danse contemporaine et des concerts de musique du monde. L'endroit s'est imposé comme un carrefour culturel incontournable. L'opéra, disait Maria Callas, c'est une passion, une folie, un abandon. À Lyon, cette folie s'incarne dans cet édifice hors du commun, où l'art se vit autant qu'il se regarde. Vous descendez à présent vers les quais, où l'histoire flirte avec le Rhône dans une élégance tranquille. Prochaine halte, le quai Jean Moulin.
Quai Jean Moulin, le murmure du Rhône. Vous marchez à présent le long du quai Jean Moulin, qui épouse les courbes du Rhône, majestueux et impassible. Ce quai, baptisé en hommage au grand résistant Jean Moulin, est plus qu'un simple axe de circulation. C'est une frontière mouvante entre l'histoire, l'eau et la ville. Il longe le fleuve avec grâce, bordé d'immeubles haussmanniens, imposants et de platanes qui bruissent à la moindre brise. Ce lieu tire sa noblesse de la mémoire collective. Jean Moulin, préfet et martyr de la résistance, symbole de la lutte contre l'occupant nazi, donne ici son nom à un quai central comme un rappel discret de la bravoure et de la liberté. À vos pieds, la piste cyclable serpente, animée de joggeurs matinaux et de flâneurs contemplatifs. En face, le quai Victor Augagneur répond à Jean Moulin, formant une symétrie urbaine, presque une conversation silencieuse entre les rives. Vous remontez doucement et votre regard se lève. Le lycée Ampère vous attend à la prochaine intersection face à la passerelle du collège, chargée d'érudition et de souvenirs illustres. Lycée Ampère, le berceau des savoirs. Le lycée Ampère s'impose à vous avec une solennité tranquille. Niché entre les quais et les rues commerçantes du centre-ville, ce temple du savoir est l'un des plus anciens établissements scolaires de France. Fondé en 1519 par les jésuites sous le nom de Collège de la Trinité, il devient lycée en 1802 après la Révolution et adopte le nom du célèbre physicien André-Marie Ampère en 1888. Vous franchissez le portail et aussitôt l'air semble plus studieux. Les murs en pierre, les vastes escaliers, les fenêtres hautes, tout respire la tradition académique. Ici ont étudié nombre de figures illustres. Édouard Herriot, homme politique et ancien maire de Lyon, ou encore Paul Valéry, poète et philosophe. Le bâtiment possède une chapelle baroque, transformée aujourd'hui en salle polyvalente, où les fresques du XVIIe siècle veillent sur les discours des élèves contemporains. Dans la cour, un vieux tilleul semble écouter les bavardages d'écoliers depuis plusieurs siècles. On dit qu'André-Marie Ampère, père de l'électrodynamique, y aurait laissé l'écho de ses premières rêveries scientifiques et que ses pensées flotteraient encore dans les couloirs bien après son départ. La rue Gentil, votre prochaine étape, sera la prochaine rue sur votre droite. Rue Gentil, le souffle discret du commerce éclairé. Vous vous engagez dans la rue Gentil comme on en trouve un livre ancien aux pages bien rangées. Moins tapageuse que d'autres artères lyonnaises, elle possède un charme réservé, presque confidentiel. Son nom n'est pas lié à la gentillesse, mais à une ancienne famille lyonnaise du XVe siècle, les Gentils, riches commerçants et bienfaiteurs de la ville. Voilà déjà un clin d'œil aux racines marchandes de Lyon. Autrefois bordée de nombreuses boutiques de tissus, de soieries et de petits ateliers d'imprimeurs, la rue Gentil était un passage prisé des bourgeois éclairés. On y trouvait des librairies discrètes, des maisons à volets colorés et même quelques cours intérieures qui servaient de passage secret aux négociants pressés. Aujourd'hui, ces portes cochères dissimulent encore des traboules, ces passages typiques lyonnais qui relient les rues à travers les immeubles. En levant les yeux, vous admirez les ferronneries discrètes, les balcons fleuris, les enseignes anciennes, encore visibles sur certaines façades. On se sent transporté à l'époque où Lyon dictait la mode, la science et la pensée. Poursuivez quelques rues avant de bifurquer à gauche sur la rue de la République. Rue de la République, l'artère vivante. Voici sans doute la rue la plus emblématique de la presqu'île, la rue de la République, que les Lyonnais appellent simplement la rue de l'Arrêt. Elle tranche la ville comme un fleuve humain, vibrant du matin au soir, entre les voix des passants, les rumeurs des terrasses, les roulis discrets des vélos et le rythme soutenu du métro souterrain. Ici, Lyon bat à cœur ouvert. Créée à la fin du XIXe siècle lors des grands travaux haussmanniens, elle fut pensée pour incarner la modernité, l'élan vers l'avenir. Avec ses larges trottoirs, ses immeubles majestueux coiffés de dômes et ses perspectives grandioses, elle est un théâtre urbain en plein air. Chaque façade est une page de pierre, chaque boutique une scène, chaque passant un acteur. C'est la rue du quotidien autant que des grands jours. On y fait ses courses, on y flâne le dimanche, on s'y presse le samedi. Les enseignes s'y succèdent, librairies, cinémas, grands magasins et cafés où les discussions politiques croisent les éclats de rire des adolescents. Dans cette rue, le Xe siècle a tendu la main au XXIe et les deux continuent de marcher ensemble. Et puis il y a l'ambiance. La rue de la République, c'est un carrefour d'émotions, de générations, de visages. Elle est multiple, comme Lyon elle-même, populaire et élégante, pressée et contemplative, bruyante et accueillante. Chaque pas est une rencontre, chaque regard un fragment de ville. Au 21 de la rue de la République, à quelques mètres du palais de la Bourse, une dalle rouge est incrustée sur le sol. Pourquoi est-elle installée ici ? C'est un symbole fort de l'histoire lyonnaise qui semble avoir été oublié tant il se fond dans le décor. Le long du palais de la Bourse, un coup d'œil vers le sol permet de distinguer une dalle rouge. Elle marque l'endroit où a été poignardé le président Sadi Carnot le 24 juin 1894 par l'anarchiste italien Santo Caserio. En 1894, la France est en pleine tourmente anarchiste. Le président Sadi Carnot
arrive à Lyon le 23 juin pour inaugurer l'exposition universelle, dont l'une des attractions phares est la tour métallique de Fourvière et son restaurant panoramique. Le 24 au soir, Sadi Carnot se rend à un dîner au Palais de la Bourse où l'attendent plus de 1000 personnes. Il doit ensuite aller au Grand Théâtre pour assister à la représentation d'Andromaque. Les deux lieux n'étant distants que de quelques centaines de mètres, Sadi Carnot aurait proposé de se passer de voiture pour faire le trajet à pied. Mais le maire de Lyon, Antoine Gailleton, le décourage en invoquant le protocole. Les deux hommes prennent ainsi place dans un landau, sans escorte, pour les protéger sur les côtés. Soudain, l'anarchiste italien fend la foule à leur gauche, saute sur le marchepied et poignarde le président avec un couteau de 28 cm en criant « Vive la Révolution, vive l'anarchie !» Palais de la Bourse, le cœur battant du Lyon du 19e siècle. Faites un petit crochet jusqu'à la façade du Palais de la Bourse sur votre gauche. Ici, vous ne pouvez manquer l'imposant édifice du Palais de la Bourse, aussi connu sous le nom de Palais du Commerce. Construit entre 1855 et 1862, sous l'impulsion du préfet Vaïs, le Haussmann lyonnais, ce bâtiment néo-renaissance illustre à merveille le dynamisme économique de Lyon à cette époque. Il fut conçu par l'architecte René Dardel pour symboliser la puissance commerciale et industrielle de la ville. Sa façade monumentale, rythmée par des colonnes et des arcades, évoque les palais italiens du Quattrocento. À l'intérieur, les vastes halls, les escaliers majestueux et surtout la salle de la Corbeille où s'agitaient jadis les courtiers témoignent de l'effervescence de la place financière lyonnaise. La bourse y était en activité jusqu'en 1983. Le bâtiment abrite aujourd'hui la Chambre du commerce et de l'industrie tout en servant de lieu d'accueil à de nombreux salons, expositions et événements culturels. Le Palais de la Bourse est un condensé du Lyon des affaires, mais aussi un témoin précieux de l'époque où la soie, la banque et le commerce tissaient la grandeur de la ville à l'influence internationale. Vous empruntez désormais un morceau de la rue Henri Germain au droit de la dalle rouge du président Carnot pour bifurquer immédiatement à gauche, rue Édouard Herriot. Rue Édouard Herriot, l'élégance en vitrine. Bienvenue sur l'avenue qui incarne à elle seule l'élégance de la presqu'île, la rue Édouard Herriot. Vous y entrez comme on pénètre dans un salon raffiné, entre façade haussmannienne au balcon de fer forgé et vitrines étincelantes des plus grandes enseignes de luxe, mais aussi de vieilles maisons lyonnaises dont les noms résonnent avec noblesse. Mais cette rue n'est pas qu'un défilé de vitrines. Elle porte le nom d'un homme qui a marqué profondément la ville, Édouard Herriot, maire de Lyon pendant plus de 50 ans et figure majeure de la Troisième République. On raconte qu'il connaissait chaque coin de la ville sur le bout des doigts et qu'il saluait les bouquinistes comme les banquiers avec la même ferveur. Sous sa direction, Lyon s'est métamorphosé, modernisé, tout en conservant jalousement son âme. La rue suit en partie l'ancien tracé de la rue de l'Hôpital, avant qu'elle ne soit redessinée pour élargir l'axe central de la ville au XIXe siècle. C'est ici que se joua une transformation urbaine capitale sous l'impulsion du préfet Vaïs qui offrit à Lyon une silhouette plus monumentale, plus aérée. Chaque bâtiment ici semble raconter une époque, chaque enseigne une ambition. Observez les hauts plafonds des immeubles, les linteaux sculptés, les ferronneries ciselées à la main. Ils témoignent de la puissance économique d'un Lyon qui, au XIXe siècle, rivalisait avec les plus grandes villes européennes. Levez les yeux, nombre de ces immeubles abritaient jadis les appartements des soyeux et des industriels. Aujourd'hui, ils sont devenus bureaux, cabinets, résidences de standing. Mais l'élégance de la rue est intacte. Les Lyonnais y promènent leurs regards, leur histoire et leurs habitudes. C'est une rue où l'on se donne rendez-vous, où l'on flâne entre deux emplettes, où l'on prend le temps de regarder vivre la ville. La rue vous entraîne doucement vers l'une des plus belles places de Lyon, qui scintille tel un joyau baroque à l'ombre des platanes, la place des Jacobins. Place des Jacobins, le théâtre d'ombre et de lumière. Vous arrivez maintenant sur la place des Jacobins, l'une des plus élégantes et photogéniques de la presqu'île. Au centre trône une magnifique fontaine en marbre blanc, sculptée par Gaspard André en 1885. Elle rend hommage à 4 grands artistes lyonnais, Philibert Delorme, architecte de la Renaissance, Gérard Audran, graveur, Guillaume Coustou, sculpteur, et Hippolyte Flandrin, peintre. Ces 4 personnes illustrent toute la richesse artistique que Lyon a offerte au monde. Mais avant la splendeur, le nom. Jacobin ne fait pas ici référence aux révolutionnaires, mais à l'ordre religieux des dominicains, appelé ainsi en raison de leur couvent éponyme fondé sur cette place au XIIIe siècle. L'église a disparu, mais l'âme du lieu, elle, demeure. Vous vous trouvez sur ce qui fut autrefois une place de marché, puis un lieu d'échange intellectuel et politique au fil des siècles. À l'époque moderne, la place a connu plusieurs transformations. On raconte qu'au XIXe siècle, les cochers de fiacre stationnaient ici dans un joyeux vacarme entre les parfums de café et les cris des enfants jouant sous les platanes. La dernière grande métamorphose date des années 2010 avec une requalification du site qui a mis en valeur sa fonction piétonne et son rôle central dans la flânerie lyonnaise.
Entourée d'immeubles cossus et de boutiques haut de gamme, la place s'illumine dès la tombée de la nuit. Lyonnais et visiteurs s'y arrêtent pour écouter un musicien de rue, prendre une photo, savourer une glace ou simplement admirer la scène. C'est ici que se mêlent la beauté urbaine, l'histoire et le plaisir de vivre. Vous n'êtes pas juste de passage, vous devenez, ne serait-ce qu'un instant, acteur de ce théâtre de pierre et de lumière. Passage de Largue, le souffle des élégances anciennes. Revenez légèrement sur vos pas sur la rue Edorario pour gagner le passage de Largue, la galerie commerçante couverte peu avant la place des Jacobins. Dissimulé entre les façades haussmanniennes, le passage de Largue vous accueille comme un secret bien gardé. Ce passage couvert, l'un des plus anciens de France, fut inauguré en 1828, inspiré des passages parisiens à la mode sous le règne de Louis-Philippe. Il tire son nom du mot « arguer », ancien terme du patois lyonnais, signifiant débattre ou discuter, en écho aux transactions des changeurs d'argent qui y officiaient. Ce lieu fut très vite le repère des élégants, des intellectuels et des bourgeois avides de nouveautés. Les vitrines aux dorures délicates accueillaient horlogers, modistes, marchands de soie et cafés où l'on devisait sur l'actualité ou les arts. Un petit théâtre y proposait parfois des pièces légères et des marionnettes dans la lignée de Guignol. Le décor raffiné, verrières, colonnades, sol en mosaïque, vous replonge dans une époque où le commerce flirtait avec l'art de vivre. Aujourd'hui encore, le passage de Largue y respire cette atmosphère particulière entre nostalgie et animation discrète. Vous y entendrez peut-être entendre dans l'oreille le murmure feutré de conversations d'un autre siècle échappant d'un salon de thé ou d'un horloger du temps passé. Place de la République, le cœur battant de la ville moderne. Et voici la place de la République, vaste esplanade où l'on sent palpiter le rythme de la ville contemporaine. Elle est l'une des plus récentes créations urbaines de la presqu'île, aménagée à la fin du 19e siècle lors des grands travaux de transformation du centre-ville. C'est un Lyon qui respire à plein poumon, entre effervescence commerciale et douceur piétonne. Au cœur de la place, un vaste miroir d'eau capte la lumière du ciel et attire les enfants comme des lucioles. L'été, les rires éclatent autour de ces jets d'eau, tandis que l'hiver, les illuminations y projettent des mondes féeriques lors de la fête des Lumières. C'est un lieu de rendez-vous, un carrefour de vie, un décor de cinéma à ciel ouvert. La place est entourée de bâtiments haussmanniens aux lignes classiques et rigoureuses, témoins du réaménagement de la presqu'île voulu par le préfet Vaïs. Ce dernier ambitionnait de faire de Lyon une capitale régionale à la mesure de Paris, en restructurant la ville selon des axes larges et réguliers, ouverts sur la modernité. Ici, tout semble en mouvement. Vous croiserez les silhouettes pressées des employés de bureau, les paniers des commerçants du matin, les pages chaloupées des flâneurs de l'après-midi. Les bancs appellent à la pause, les vitrines des grandes enseignes à la curiosité. La place devient scène, les passants deviennent acteurs. Et pourtant, malgré le tumulte, un certain calme y règne, un équilibre entre bruit et silence, entre béton et ciel. Levez les yeux vers les façades, elle raconte une époque ambitieuse, tournée vers le progrès, mais toujours soucieuse d'esthétique. Vous êtes ici au cœur du Lyon du XXIe siècle, mais en dialogue permanent avec celui du XIXe siècle. Une république d'élégance, de lumière et de rencontre. Comme si l'esprit de la ville se condensait en cet espace, à la fois moderne et pétri de mémoire. Vous récupérez un morceau de la République sur votre droite pour gagner la rue Paufic sur votre gauche. Rue Louis Paufic, l'élégance discrète en marge du tumulte. Petite artère tranquille en bordure de la rue de la République, la rue Louis Paufic pourrait passer inaperçue. Pourtant, elle porte en elle l'empreinte discrète de la bourgeoisie commerçante du XIXe siècle qui a façonné l'esthétique de ce quartier central. Elle doit son nom à un célèbre ophtalmologiste lyonnais, Louis Paufic. C'est une rue de transition, les façades y sont sobres, parfois imposantes, et l'ambiance y est feutrée. Lieu de passage vers les zones plus vastes, elle invite à ralentir, à observer les détails, portes sculptées, balcons ouvragés et enseignes anciennes. Le temps y semble suspendu. À quelques pas, l'Hôtel-Dieu étend ses ailes. Impossible de ne pas y faire une halte. Hôtel-Dieu, le cœur battant de la médecine lyonnaise. Voici l'un des joyaux patrimoniaux de Lyon, l'Hôtel-Dieu, ancien hôpital devenu symbole de la ville. Fondé au XIIe siècle, il fut pendant des siècles l'un des plus importants hôpitaux d'Europe, accueillant pauvres, pèlerins, malades et mendiants. Sous l'impulsion de l'architecte Jacques-Germain Soufflot, également concepteur du Panthéon à Paris, il connut au XVIIIe siècle une métamorphose architecturale, adoptant ce style classique aux proportions monumentales. Derrière sa majestueuse façade longeant le Rhône, l'Hôtel-Dieu abritait médecins, chirurgiens, sœurs hospitalières et scientifiques. L'histoire de la médecine lyonnaise y trouve son berceau. On y enseignait, on y innovait, on y soignait. Des générations de Lyonnais ont vu leur existence liée à ces murs, parfois dans la douleur, parfois dans l'espoir. Aujourd'hui restauré, l'Hôtel-Dieu est un lieu de vie, d'art et de gastronomie. Il y abrite hôtels de luxe, boutiques, restaurants et centres de conférences de la Cité internationale de la gastronomie. En arpentant ses cours, ses galeries, ses chapelles, vous sentez encore battre le cœur de l'histoire.
Flânez quelque temps dans cet hôtel-dieu nouvelle génération et traversez-le afin de trouver les quais et récupérer la rue de la Barre tout de suite sur votre droite. Rue de la Barre, vers le cœur médical et historique de Lyon. Cette rue doit son nom à une ancienne barrière ou barre de péage médiévale. Bordée d'enseignes élégantes, elle constitue un véritable trait d'union entre le commerce et l'histoire hospitalière de Lyon. Autrefois, les malades s'y pressaient en charrette, les médecins y passaient en robe noire et les familles y attendaient des nouvelles à l'ombre des façades en pierre blonde. C'est ici que la mémoire collective s'épaissit, dans une rue qui fut longtemps celle de l'attente et de l'espoir, entre les mains des apothicaires, chirurgiens et religieuses de l'Hôtel-Dieu tout proche. Prenez la première rue sur votre gauche, la rue des Marronniers. Rue des Marronniers, la ruelle des papilles. À 2 pas de la place Bellecour, la rue des Marronniers est une invitation à la gourmandise. Étroitement pavée, bordée de petits bouchons traditionnels et de restaurants au charme fou, elle incarne à merveille l'art de vivre à la lyonnaise. C'est ici qu'on entend le tintement des verres de côte du Rhône, qu'on sent monter l'odeur d'une andouillette grillée, d'un gratin dauphinois ou d'un tablier de sapeur. Cette rue a connu un véritable renouveau dans les années 1970, quand les bouchons en voie de disparition furent redécouverts par une nouvelle génération de cuisiniers et de gourmets. Depuis, la rue est devenue un repère, celui des amateurs de quenelles, de cervelles de canut et de discussions animées entre deux bouchers. La rue des Marronniers est une rue courte, certes, mais intense, comme une bouchée bien relevée. Place Antonin-Poncet, entre Mémoire et Lumière. Dernière halte avant de retrouver la place Bellecour, la place Antonin-Poncet offre une ouverture paisible entre les deux grandes artères de la presqu'île. Située à l'emplacement de l'ancien hôpital de la Charité détruit dans les années 1930, elle est aujourd'hui un vaste espace vert ponctué de sculptures contemporaines et de massifs fleuris. La tour de l'horloge de l'ancienne Charité, seul vestige de l'hôpital, rappelle avec sobriété l'histoire hospitalière du lieu. La place porte le nom Antonin-Poncet, médecin et philanthrope, qui œuvra au développement sanitaire de la ville. Aujourd'hui, elle accueille les flâneurs, les enfants à vélo, les lecteurs assis à l'ombre. Un lieu à la fois calme et vivant, où l'histoire se conjugue au présent. Traversez la place et vous voilà de retour à la place Bellecour. Retour à la place Bellecour, rue Victor Hugo et place Carnot. La boucle est presque bouclée. Vous traversez une dernière fois la place Bellecour, familière à présent, que le regard salue d'un dernier clin d'œil. Puis vous vous engagez à nouveau dans la rue Victor Hugo sur votre gauche, dont les arcades et vitrines semblent maintenant raconter une toute autre histoire, enrichie de toutes celles que vous venez de traverser. Et enfin, vous revoilà place Carnot, là où tout a commencé. Elle vous accueille avec la même élégance tranquille, les bancs ombragés, les arbres majestueux. Peut-être avez-vous un peu changé depuis votre départ. Lyon, elle, a doucement glissé en vous. Une ville ne se visite pas seulement, elle se ressent, elle se vit. Et Lyon, entre fleuve et colline, entre soi et pierre, vous aura, à sa manière, chuchoté ses secrets.